cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec Valérie Dou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrin Fatou. Allez bien ce matin. La pleine forme. La page des sports, c'est avec vous, Larry Sagabouno. Bonjour. Bonjour, Nasrin Fatou. Il y a longtemps pas ici. Heureux de vous retrouver, surtout avec ce beau sourire. Le plaisir est partagé. Alors, on démarre avec vous, Anaël Dourou. Le maître Baparapé, porte-parole du collège d'avocats de Steve Amoussou, s'est exprimé hier sur le procès des ravisseurs de son client. Effectivement, dans l'après-midi de ce mercredi 4 septembre 2024, maître Aboubaka Baparapé, porte-parole du collège d'avocats de Steve Amoussou, a animé une conférence de presse pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur le procès des ravisseurs de Steve Amoussou qui a eu lieu le mardi dernier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Pour le porte-parole du collège des avocats de Steve Amoussou, avocat de la défense bien sûr, c'est une première victoire. Suivons un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achirou et Jean-Baptiste Boko. C'est la confirmation, effectivement, qu'il y a eu un kidnapping d'un ressortissant béninois appelé Steve Amoussou, résident à Lomé, par le gang, n'est-ce pas, composé de Jimmy Gandaro, de Bagidi Giro et deux autres qui n'ont pas encore été identifiés, mais on présumait que c'était le troisième, c'était M. Wanhilo. C'est une première victoire, d'autant que ce ne sont plus des affabulations, c'est l'État béninois même qui a, par ce procès, confirmé le fait. Deuxièmement, cette confirmation, selon moi, est une forme de recel de personnes enlevées en territoire étranger, dont les auteurs sont encore recherchés. Troisièmement, je dis que c'est une parodie de justice, puisque, vous voyez, la célérité avec laquelle ce procès a eu lieu, normalement, c'est vrai, on va dire qu'on a fait les débats sur la qualification des faits. Le procureur a dit que c'est une arrestation. Nous disons que c'est un rapt, un kidnapping, et que donc la manière dont les faits se sont déroulés donc, sont, selon nous, criminels. Mieux, c'est que il a été dit que c'est les deux autres, puisqu'ils étaient 4, les deux autres seraient des Togolais. Où sont-ils passés? Et ces deux Togolais sont venus avec les ravisseurs sur le territoire national et qu'on leur a donné un petit quelque chose et ils sont partis. Ils sont partis où? Normalement,
les investigations doivent pouvoir se poursuivre pour retrouver ces deux personnes fantômes. D'après les dépositions de M. Amoussou à la barre, c'est déjà à Lomé, au moment de son interpellation, qu'il a vigoureusement contesté. Il a dit qu'il n'a aucune relation d'affaires avec qui que ce soit et qu'il ne doit à personne. Il faut attendre le 7 octobre. C'est au cours de l'audience que les avocats donc, vont dépiécer le dossier et montrer que, évidemment, il a été arrêté pour une affaire de dette et non pour, n'est-ce pas, les infractions pour lesquelles il se retrouve devant la criette le 7. D'autant que c'est Steve Amousou qui a été enlevé à notre connaissance et ce n'est pas un quelconque Ouvi, frère Ouvi. L'enquête au niveau de la police a révélé qu'il ne s'agissait pas de frère Ouvi, mais il s'agissait de Steve Amoussou. Et nous nous en tenons à ce que, n'est-ce pas, aux déclarations résultant de la procédure, donc qui est toujours d'ailleurs pendante, et on n'a pas à révéler les secrets de la procédure. C'est deux institutions différentes, deux pays différents avec des lois différentes. Même si par ailleurs, nous sommes dans un système communautaire de procédure. Cependant, il y a des spécificités, donc surtout en matière pénale. Est-ce que le mandat d'arrêt émis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé pourra être efficacement exécuté en raison de ce que, pour l'instant, la justice béninoise a mis M. Ouailo hors de cause. Je dis tout de go non. Non, parce que la justice togolaise n'a pas publié son nom au hasard. Elle a certainement des éléments concordants, donc lui permettant d'émettre ce mandat. Si les autorités togolaises donc, le retrouvent quelque part dans un coin du globe, on va devoir l'arrêter et le remettre à la justice togolaise. Sur la même actualité, des citoyens béninois ont livré leurs impressions sur ces condamnations. Comme je le disais tout à l'heure, le mardi 3 septembre 2024, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a jugé et condamné deux accusés par la justice togolaise pour avoir kidnappé Steve Amoussou à Lomé le 12 août dernier. Interrogé sur la tenue de ce procès, notamment la déposition enregistrée par les juges, quelques citoyens ont eu à opiner sur cette actualité au micro de Francis Fahami. La justice nous donne raison. Nous qui avons dit dès le début que c'est un rapt, c'est un enlèvement, et la justice finalement nous a donné raison. Maintenant, la justice condamne 2 des 4 ravisseurs. Donc, maintenant, ce que nous, est-ce que ça peut éviter l'incident diplomatique entre le Bénin et le Togo? Le Togo a lancé mandat d'arrêt international. Il doit faire tout possible, les 4 personnes ou bien les 2 qu'ils ont eu là, il doit les renvoyer au Togo pour que la justice Togo va les juger là-bas. Ce n'est pas ici qu'ils vont rester pour faire la prison. La justice togolaise
demande à l'Interpol carnet rouge, recherche de 4 ravisseurs. On n'a qu'à les ramener au Togo. Il faut relancer Steve Amoussou pour qu'il y ait la paix. La répercussion sera très difficile pour les Béninois. Vous avez des problèmes avec le Niger, vous avez le problème avec le Burkina. Le Burkina nous accuse, le président burkinabé nous accuse. Et le Niger aussi nous accuse. Maintenant, on vient encore de créer un autre problème au Togo. Et est-ce que, alors que 3 pays frontaliers. Ce jugement-là, malgré qu'on a dit que c'est un homme d'affaires vivant en Indonésie qui a commandité ce enlèvement. Maintenant, est-ce que ce jugement-là profite vraiment à Frère Oumvi qui est toujours en détention et qui sera même jugé le 7 octobre? Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi avec à la clé plusieurs décisions sur la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Après un mois de congé, les membres du gouvernement béninois se sont réunis le mercredi 4 septembre 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé comme de coutume par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises durant ce conseil. Suivez les propos de Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement, qui fait le point des décisions au titre normatif et les communications durant ce Conseil des ministres. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Au terme de la Constitution, citation, l'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes, dans les conditions fixées par la loi. Fin de citation. En vue de déterminer, dans une approche aussi bien scientifique que participative, cette reconnaissance légale de la chefferie traditionnelle, prendre en compte sa mission et régir son fonctionnement sans dénaturer ses fondements, ses structures, les règles de dévolution du pouvoir, une commission technique pluridisciplinaire a été mise en place. Le présent projet de loi découle de son rapport. Il en ressort que 3 catégories d'autorités relevant de la chefferie traditionnelle sont reconnues, à savoir les rois, les chefs traditionnels et les chefs coutumiers. Il comporte la liste de toutes les chefferies recensées, définit la mission de la chefferie traditionnelle, consigne certaines règles de dévolution de pouvoir, fixe les principes en ce qui concerne les rapports de la chefferie traditionnelle avec l'État, les citoyens et les autorités de la chefferie traditionnelle entre elles. Par ailleurs, il pose le postulat que dans chaque chefferie, la dévolution du pouvoir s'opère sous la supervision d'un conseil de désignation, crée une chambre nationale de la chefferie traditionnelle dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement seront déterminés par voie réglementaire. Enfin, ce projet de loi prévoit les sanctions applicables au manquement des autorités de la chefferie traditionnelle. Au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté un décret portant nomination de notaires. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour la construction d'un nouveau centre de transfert avec des unités de tri semi-mécanisées au profit de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS SA. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités de précollecte et de transport des déchets solides ménagers, la SGDS SA s'appuie sur des infrastructures de gestion dont les centres de transfert. Ils constituent des lieux de transit des déchets solides et ménagers collectés auprès des ménages du Grand Nokoué. Par ailleurs, les données statistiques montrent que parmi les villes desservies, celles de Cotonou et d'Abomey-Calavi viennent de loin en tête, avec respectivement des taux de production de 37% et 34% de la quantité totale de déchets collectés. La ville de Cotonou a déjà bénéficié de la construction d'un centre de transfert qui favorise la réduction des coûts élevés de transport des déchets par des caissons à capacité réduite. Pour renforcer la modernisation de la gestion des déchets solides et optimiser les charges irrelatives,
il s'est avéré pertinent de construire une infrastructure moderne de même nature dans la commune d'Abomey-Calavi. En point 2, agrément au Code des investissements. 3 entreprises, dont les projets généreront de nombreux emplois, ont sollicité l'agrément au régime incitatif du Code des investissements. L'examen de leur requête a permis de les admettre au régime suivant. Régime des investissements spécifiques pour les sociétés. Arc Bénin SA, en vue de l'installation et de l'exploitation d'une unité de maintenance en carrosserie et d'un centre de formation professionnelle en carrosserie automobile à Cotonou. La réalisation du projet devant contribuer à combler le déficit de compétences techniques existant dans l'industrie automobile béninoise. ADIC Immobilier Sarl, pour l'installation et l'exploitation d'un centre d'affaires touristique intitulé Atrium. Ce projet de haut standing, prévu dans le quartier culturel et créatif de Cotonou, participe de l'amélioration de l'offre touristique dans le but de renforcer les capacités d'hébergement pour les potentiels investisseurs étrangers. Le régime A, pour la société Afrique Oil and Feed Processing SARL, pour l'implantation et l'exploitation d'une usine de production d'huile et de farine de soja à Siraru, dans la commune de Ndali. En point 3, contractualisation pour la mission de conception et de réalisation de la pépinière du Grand Nokoué. Dans le cadre de la réalisation des grands projets en vue de l'aménagement équilibré du territoire, le gouvernement met en œuvre une nouvelle approche consistant à intégrer systématiquement la composante aménagement paysager. De fait, les besoins sur l'ensemble des projets en cours de formulation avec cette composante renforcent la demande en végétaux, d'où la nécessité d'augmenter les capacités de production. À cet effet, les diligences effectuées ont permis de mettre en place un programme de construction de la pépinière qui prévoit la réalisation des infrastructures pouvant permettre de produire environ 600 000 plants annuellement. En point 4, contractualisation pour la poursuite des travaux de réhabilitation et d'aménagement du musée à Kabaïdena de Kétou. À l'occasion de la mise aux normes de ce site touristique de grande portée, le lot numéro 1 du chantier a été régulièrement exécuté au point d'aboutir à la réception définitive des travaux de réhabilitation de la case contenant la porte magique. Quant au lot numéro 2, il doit faire l'objet d'un nouveau traitement en vue de préserver les infrastructures en place et les mettre à l'abri des dégradations liées notamment aux intempéries. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise et un cabinet en vue de l'exécution respectivement des travaux et de la mission de suivi et du contrôle. Enseignement supérieur à présent, le Nigeria dénonce l'obtention de faux diplômes au Bénin et au Togo délivrés par des universités non accréditées. Effectivement, plus de 22 500 Nigérians possèdent de faux diplômes ou certificats obtenus au Bénin ou au Togo entre 2019 et 2023. L'information a été révélée lors d'une conférence de presse à Abuja tenue par le ministre de l'Éducation du Nigeria, le professeur Taï Mama, après une enquête bien sûr menée par la National Young Service Corps ainsi que d'autres sources. Selon l'autorité ministérielle, plus de 21 600 étudiants nigérians ont obtenu des certificats dans des universités non accréditées au Bénin et environ 1105 jeunes ont obtenu des diplômes universitaires non reconnus au Togo. Une note circulaire serait en cours pour identifier ces individus et engager des poursuites par l'État central. Seulement 5 universités au Bénin et 3 au Togo sont accréditées pour offrir des programmes diplômants aux Nigérians. À en croire les autorités, les mesures punitives ne concernent que les universités non accréditées. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Quelques personnes définissent la fête de la prise de la pierre sacrée. Aperçu à Glidji quelques heures avant la prise de la pièce sacrée du 29 août 2024, quelques membres de la délégation
béninoises qui ont défini l'événement avant d'émettre des vœux pour les 13 mois lunaires qui démarrent à l'occasion. Ils sont au micro de Carles Kitome. Donc on va dire ne pessoa togwe miantoa Mecca où on a pèlerinage les Mecques où on a les affiches des siadés fifia Mecque délé et où on a les glidifiés les b et pesoso et là et pe fafa et pe que la reine tout non nous vivons nous vivons popo BP au la so et BP a elle a une paix spéciale de 2024 elle a une paix spéciale de sur des signes de la convivialité, de la solidarité, du renfermissement des liens ethniques, car l'union faisant l'harmonie et tout le reste, nous devons de nous unir dans la paix, le bonheur et l'émergence du peuple gain du Bénin. Moi, j'ai opté pour le raffermissement des liens par rapport au fait que les gains du Bénin sont dispersés. Certains pensent que c'est Anéro qui est notre ville au Bénin. Non, la cité des gains est à Goué. Il n'y a pas de cité, étant donné que depuis la nuit des temps, la cité des gains c'est à Goué. Si on demande à un gain ou à un mina, où est ton village, il va dire quoi? Il va dire Anéro. Anéro c'est le Togo. Donc il continue de confondre. C'est de réunir le peuple gain effectivement autour d'une idéologie qui consiste, n'est-ce pas, à faire avancer le peuple gain, à soutenir justement l'action politique de nos différents gouvernements et surtout celui du Bénin, de faire en sorte que le peuple gain soit rassemblé autour d'une idéologie qui consiste à faire de ce peuple un peuple respecté. Le professeur David Kofi Azar, prêtre du FA, président du CONACEF, s'est exprimé sur ce que c'est que le fantasme. Le fantasme désigne une image mentale faisant partie d'un rêve ou d'une hallucination. Le terme s'emploie dans le domaine psychologique et le domaine sexuel et fait référence dans les deux cas à une vision ou à une situation imaginaire. Faut-il satisfaire tous les fantasmes de son ou sa partenaire? Reçu par Abdelkader Achirou et Atifa Olafa sur l'invité matinal du mercredi dernier, le professeur David Kofi Azar, prêtre de FA et président du CONACEB, pense qu'il faut satisfaire les fantasmes de sa ou de son partenaire sans occulter les enjeux. On le suit. C'est un devoir surtout moral et un devoir conjugal. Il y a peut-être des fantasmes qui soient susceptibles d'apporter peut-être un impact sur la santé physique. Oui. Mais en dehors de ça, vous savez que la base de l'amour, c'est la recherche permanente de la satisfaction de l'autre. Si tel est le cas et que ça soit ce fantasme-là qui lui donne plaisir, qui lui donne satisfaction, l'homme a le devoir de le faire si c'est la femme, mais la femme aussi a le devoir de le faire si c'est l'homme. Ne pas le faire peut amener ou occasionner une implosion. Et cette implosion-là peut faire partir en fumée la relation. Si le fantasme ne met pas, je dirais, en danger la vie physique et mentale de l'individu, je ne pense pas qu'il y a problème à cela. Mais si c'est du machisme, là, c'est autre chose. Ne pas voir son fantasme être assouvi, c'est ne pas être satisfait de son ou de sa partenaire. Et si on n'est pas satisfait, la première réaction qu'on a, le premier réflexe qu'on a, c'est de trouver notre partenaire, de tenter ailleurs. Ou alors de se référer à un ancien partenaire ou à une ancienne partenaire avec qui on avait l'habitude déjà de le faire. Donc on commence par ressasser le passé. Et on commence par regretter d'avoir laissé ce partenaire ou cette partenaire. Et là, la première réaction, c'est de renouer le contact avec, ce qui fait que vous allez remarquer qu'il y a des gens qui, au bout du rouleau, reviennent toujours sur leur pas avec un ex ou avec une ex. Enfin, il y a forcément un fantasme que les deux partagent et que la femme n'arrive plus à retrouver ailleurs et que l'homme aussi peut-être n'arrive plus à retrouver ailleurs. Et les deux font tout pour se retrouver juste pour satisfaire. Pour finir, quelques citoyens évoquent l'importance des cotisations en famille.
En Afrique, pour répondre à certaines situations urgentes, les familles initient des cotisations. Ces situations peuvent être des événements heureux ou malheureux. Pour certains citoyens, c'est un geste d'une grande importance qui consolide et impacte d'une façon ou d'une autre les liens familiaux. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent. Suivons leurs propos au micro de Quentin Amoussou et de Francis Farami. La cotisation familiale, selon moi, elle est obligatoire. Elle est obligatoire dans le sens où, si vos parents, vos deux parents vivent encore, ça s'impose. Pourquoi? C'est juste pour renforcer les liens des enfants vivant encore. C'est une très bonne chose, c'est très important. Car dans une famille, c'est ce qui fait que c'est une manière d'unir. Ces cotisations nous unifient. Nous unissent vraiment et que ça permet de connaître l'enfant de la tante, l'enfant de l'oncle, maternel, ainsi de suite. Ça consolide vraiment la famille. Moi je dis, quand tu auras quelque chose en famille, un décès, ou c'est même pas quoi, et vous deviez participer par exemple. En famille, si l'argent qui est déjà cotisé en famille est là, ça suffit. Vous pouvez enlever un peu et donner votre cotisation. C'est une très bonne chose. Ça te donne même de garantie. Tu sauras que si tu as un problème, ta famille sera derrière toi. Chez moi, c'est comme ça se fait. Tout le monde cotise. Ce n'est pas une cotisation, mais ce sont nos aïeux qui ont fait ça et c'est resté. Si les deux parents sont encore vivants, la cotisation des enfants, je dis c'est obligé. À moins qu'on sait que tu es malade, bien, tu as d'autres préoccupations, on peut te laisser. Mais si tu es bien portant, tu es un homme marié ou bien une femme mariée là, tu dois payer les 2000 francs par tête. S'il y a des décès, s'il y a des mariages, s'il y a des... En tout cas, n'importe quel événement, que ça soit heureux ou malheureux, tu payes. Et on dresse, on fait une liste des payants. On sait qui a payé, qui n'a pas payé. Vous voyez, non? Donc ça fait que, bon, quelque part, même si celui qui est décédé n'a pas d'enfant, on cotise, on achète tout, on fait tout, on enterre la personne. Sans bruit. Merci à vous, Anedo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve cette onde de la Russe à Jack Beno pour la page des sports juste après ceci.